Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Alors les filles, je sais pas ce qui m'est arrivé la semaine passée. Quoi? Non! Quoi? J'ai vu une amie, autre que vous. Ah, je sais déjà, encore? mais c'est pas ça le scoop. J'ai vu une amie, en fait, que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vue. Puis en discutant, elle dit, tu sais, quand on prenait des nouvelles, comment ça se passe, je l'avais pas vue depuis la pandémie ou avant la pandémie. Je l'avais vue pendant la pandémie, puis elle dit, en prenant des nouvelles, elle dit, justement, je voulais savoir, tu sais, comment ça va depuis ton burn-out. J'ai fait mon burn-out. Voyons donc! Elle a dit, ben oui, tu sais, quand je t'ai parlé la dernière fois, tu avais l'air, tu sais, complètement en burn-out. Là, je dis, OK, j'avais l'air en burn-out. Là, je me suis dit, OK, C'était bien drôle. That's a slap to the face. wow! C'est fin. Ouais. Mais en C'est fait, sûr, c'est une amie? Ouais, c'est mais ça, en fait, je me suis posé la question, pas que c'était mon ami ou pas, mais D'après. est-ce que le mot burn-out est devenu un peu genre, comme un genre de mot... Galvaudé, là. mot-clé, Ouais, un petit peu. Puis là, oui. je me suis dit... Puis après, je me suis dit, est-ce que j'étais vraiment en burn-out? Et j'aimerais ça explorer le concept du burn-out ou parler de burn-out parce que, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai une vision spécifique en ressources humaines où c'est quelque chose qu'on parle régulièrement, du burn-out. Puis je me suis demandé à quoi ça ressemblait, si c'était différent pour les femmes, surtout, au travail. Donc, j'aimerais ça qu'on parle de burn-out aujourd'hui. Un mot... Allons-y. 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 Et que j'aimerais ça justement parce que cette anecdote-là m'a vraiment un peu comme challengée parce que je me suis dit, on n'a peut-être pas toute la même définition de ce que c'est que le burn-out. Fait que quand on dit burn-out ou épuisement professionnel, en passant, c'est accepté au Larousse, ça a été francisé, mais c'est un synonyme. Quand je vous dis burn-out, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi les mots? Comment vous décrivez ça? Ben, je pense que... Marie-Ève, vas-y, je t'écoute. Oui, merci, Marie-Hélène. Burn-out, les mots. Donc, ta question, c'est les mots qui Qu'est-ce nous que ça viennent en tête. t'évoque? Fatigue, peut-être même Écœurant, désespoir, Désespoir. cynisme, OK. Manque de sens. manque de sommeil. Manque de tout. Fatigue Fatigue extrême. extrême. Ouais, et comme plus de recours, plus comme au bout du Plus de rouleau. Le ressources. bout du rouleau. Plus de Le bout du ressources. rouleau. Est-ce que vous associez ça spécifiquement au travail, tout le temps? C'est comme burn-out égale épuisement professionnel ou... Oui. Pas moi. Plus Oui. commun, mais maintenant que tu poses la question, c'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui va vivre de très, très grandes émotions, tragédies, personnellement, peut certainement affecter le professionnel. Mais la vie de quelqu'un, c'est... Ouais, C'est un c'est une tout. combinaison. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le burn-out arrive c'est une combinaison de plusieurs éléments. Puis le travail étant un gros élément dans notre vie, des fois, l'élément déclencheur peut être ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est une combinaison de choses. Parce qu'on peut pas te donner un billet du médecin pour prendre un break de ta vie personnelle. Ben, tu peux. Ben- Tu peux t'acheter un billet d'avion, puis Oui. juste partir quelque part. Éventuellement, il faudrait que tu reviennes, mais bon. Mais je pense que c'est Marie-Ève, ouais. différent. La dépression, le burn-out est différent. Moi, je Effectivement. pense que le burn-out, selon ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est spécifiquement relié au travail. C'est spécifiquement relié au travail. Je vais laisser ça comme ça. Je suis certaine qu'on va... J'ai l'impression qu'on a une définition. Qu'est-ce que le Larousse dit? La Oui. définition Non, s'en vient, mais avant, j'aimerais ça, c'est une question un peu intime, mais est-ce que vous avez déjà pensé être en burn-out? Moi, j'y ai pas pensé sur le coup. J'y ai pensé genre 2 ans après. J'ai fait comme, hey, je peux pas croire que j'allais voir une psy une fois par semaine puis qu'elle m'a jamais dit, peut-être que t'es comme proche du burn-out puis que tu devrais aller voir un médecin. C'est après. Ah ouais? Puis qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Je pense que quand tu es en épuisement professionnel ou en épuisement général, il y a des signes dans ton comportement, des choses qui changent dans ton comportement.
il y a des comportements de compensation. Un de mes comportements de compensation, c'était le magasinage. Et ça n'a jamais été un problème parce que j'ai toujours été capable de payer mes cartes de crédit. Mais les cartes, j'ai magasiné, là, j'ai du stock. Fait que c'est pas un comportement que j'ai maintenant, c'est pas un comportement que j'ai quand je vais bien. Fait que ça arrête. C'est un comportement duquel je conversais très ouvertement avec la psy. Puis elle me disait, c'est un comportement de compensation. Je suis comme, compensation OK, mais compensation, que t'étais j'étais pas bien. Ouais, mais jamais elle m'a recommandé d'aller voir un médecin. Puis comme 2 ans plus tard, je me suis dit, voyons qu'elle m'a pas recommandé d'aller voir un médecin. Mais ça fait pas si longtemps que ça que le burn-out est c'est ça. Là, on parle de comme peut-être pas 2015-2016 dans ces années-là. Là, ça fait pas si longtemps. Ouais. Il y a toujours... Il y a ça fait encore pas si longtemps? Non. Je suis certaine qu'on va venir, mais même... La science du burn-out a beaucoup évolué depuis 2015? Oui. OK. J'ai l'impression que le fait que le mot burn-out, je me rappelle, là, c'était excessivement péjoratif. Là. Oh oui. Quelqu'un partait en burn-out, puis t'étais comme... Il va-tu revenir? Non. Et quand la personne revenait aussi, c'est quelqu'un de sensible. Ça, je vous parle de peut-être là, 10-15 ans. Pensez-vous qu'on est passé? Tu es sensible, j'ai l'impression, parce que tu as passé à travers quelque chose. Mais de là, le voir comme quelque chose de... Avant, c'était un stigmate, là, puis tu ne ressortais plus jamais de là, puis tu reprenais plus. Elle fait un burn-out! C'est ça, là. Avant, c'était ça, je m'en rappelle. Mais maintenant, les conversations, ils ont excessivement changé autour de ça. Puis je pense que le prendre soin de toi et moi, c'est pas que c'était mal vu dans le temps, mais je veux dire, on n'en parlait pas. Là. C'était pas T'as raison. Ça a évolué. C'est ça. Ça a vraiment évolué. Le burn-out, puis reconnaître que tu en es là, je pense que ça a évolué incroyablement. Moi, je me suis déjà posé la question. Tu m'avais posé la question, Candice. Tu m'as dit, est-ce que tu es en burn-out? J'ai posé la question, c'est comme il répond. Mais c'était pas l'anecdote que j'ai racontée au début, c'est une autre personne. Mais je me suis posé la question parce que, justement, je vais vous parler de la définition puis des signes aussi. Puis, sur le coup, j'ai dit, ben non, je pense pas. Je suis juste vraiment fatiguée, tu sais, ou je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de stress, ou j'ai beaucoup de stress dans ma vie familiale. Et donc... Moi, c'était clairement... C'est pas parce que tu avais l'air de faire un burn-out physiquement. Tu es toujours radieuse. C'était des fois, on en a beaucoup sur les épaules. Puis se faire poser la question, c'est comment y penser. Exactement. Ça veut pas dire que c'est ça. Là, mais forcer une réflexion. Bien fait. Mais ça m'a aidée parce que quand tu m'as posé la question, ça m'a aussi permis de peut-être faire des changements dans ma vie professionnelle et personnelle, ou du moins de faire les bonnes choses. Là. Mais selon le Larousse, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui est caractérisé par une fatigue physique et psychique intense. Donc, il y a déjà il y a le mot intensité, généré par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Fait que c'est quand même assez sérieux là, comme définition. Puis c'est un stress chronique au travail qui n'est pas géré adéquatement. T'sais, si, mettons, je fais une version un petit peu plus short and sweet, là, c'est vraiment relié au travail. Mais effectivement, il y a des facteurs externes et internes reliés au travail qui, mélangés ensemble, font en sorte que tu peux arriver à un stage de burn-out. Vous avez donné des signes tantôt, je vais en donner d'autres, des signes, mettons, physiques. C'est là que je me suis dit, ouais, là, ça ressemble à un certain nombre de choses que j'ai vécues. Difficulté à dormir, douleur au dos. J'ai pas créé de malaise! Non, je commence à avoir mal au dos. Un dos qui barre. Un dos qui barre. Moi, j'ai le dos barré depuis la pandémie, donc je suis comme, ouais, peut-être qu'il y a des trucs à me dire. Une petite question à se poser. Maux de tête, prise de poids, problèmes vasculaires et musculo-squelettiques. Donc, ça, c'est vraiment les signes physiques. Donc, c'est pas que psychologique. Puis, je trouve ça intéressant parce que si vous, comme des amis ou même en tant que gestionnaire, vous pouvez observer peut-être des choses chez vos employés, ou ça peut être des signes pour vraiment engager des conversations. Les signes psychologiques, c'est déprime et dépression. Puis souvent, tu as raison, Marie-Ève, on fait un peu un amalgame. Dépression versus burn-out. Donc, une dépression peut mener au burn-out, comme un burn-out peut mener à la dépression. Mais la dépression, c'est quelque chose de clinique, de différent. Sentiment d'incompétence. Les gens qui savent... Irritabilité. Les gens qui pètent des plombs, pètent des coches, comme on dit en bon québécois. Ça peut être aussi un signe émotionnel.
Une perte de confiance, de l'anxiété, évidemment, des pensées suicidaires, ça, c'est la version, évidemment, extrême, ou même juste de la confusion. Des gens au travail qui n'arrivent plus à parler de façon claire ou articulée avant qu'ils l'étaient. Non, ça, c'est ma personnalité de base. Mais parler de façon claire. Tu as raison, mais c'est un changement par rapport. Si tu es tout le temps confuse, c'est pas vrai. Je suis pas toujours confuse, groupe. Tu n'es pas confuse, mais un changement dans ce signe-là, c'est ça, exactement. Que le gestionnaire doit se poser des questions. C'est intéressant parce que je pense que ça nous permet, comme gestionnaire, d'être à l'écoute, ou même comme ami ou comme humain, là, genre, pas juste, mais je pense qu'au travail, parce qu'effectivement, comme c'est une maladie du travail, je pense qu'on a tous une responsabilité comme gestionnaire de détecter ça. Voilà. C'est super intéressant. Moi, je sais pas pourquoi je l'amalgamais comme un tout, incluant ta vie personnelle et tout ça, mais c'est vrai, si c'est uniquement, si l'élément du burn-out, c'est le travail, ça met les choses un petit peu plus en perspective. Bien, justement, parlons de qu'est-ce qui mène au burn-out ou, disons, de stage. Parce qu'il y a plein de modèles, là, j'ai vu en 12, les 12 étapes du burn-out, les 5 étapes du burn-out. Il y en a vraiment beaucoup, là. Mais je voulais quand même peut-être donner un peu d'étapes, là. Je ne sais pas si toi, Marie-Ève, tu as lu ça aussi, là, parce que je sais que ça a été quelque chose que tu as lu. Juste avant, si je peux, si tu me permets, Marie-Ève. Vas-y, je te permets, Marie-Ève. Concernant la définition, parce que oui, effectivement, j'ai fait un peu de recherche, c'est un sujet qui m'intéresse, puis c'est le sujet d'un livre de notre book club au travail, le burn-out. Donc, mais ce que tu disais, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avancées depuis, au niveau de la définition, il y en a eu, oui, Catherine, je l'ai appelée comment? Ariel, tu l'as pas appelé. Geneviève, Catherine, ce que tu disais, c'est que ce n'est qu'en 2019 que la World Health Organization a inclus dans son International Classification of Diseases le burn-out. 2019. J'avais lu ça quelque part. 2019, c'est fou, là. C'est fou. C'est fou. Ouais. Parce qu'avant, je pense que c'était considéré comme... On mélangeait dépression, stress chronique. Ouais. Exact. Tandis que là, le burn-out est devenu comme une maladie, en fait, c'est reconnu. C'est reconnu. Puis, ce qui est intéressant de parler de stage, c'est que ça permet d'intervenir aussi. Donc, le premier, c'est le stress. Donc, le stage 1, c'est honeymoon phase. Donc, tu es rentré au travail, tout va bien, tu es en amour avec ton emploi, tu as beaucoup de... Tu es vraiment très, très productif, tu arrives à garder ton énergie, donc tout va bien. Et ensuite, le stage numéro 2, c'est onset of stresses. Donc là, le stress commence à rentrer. Donc là, on commence à avoir un petit peu d'irritabilité, on commence à perdre un peu de sommeil sur le travail, on est anxieux, mais on n'est pas encore dans un mode de burn-out, tu sais. Mais c'est là, je pense que c'est une opportunité comme gestionnaire d'intervenir. Tu sais, si vous avez des employés, par exemple, j'ai mal à la tête, ou même vous, si vous les détectez chez vous aussi, commencez à prioriser des trucs professionnels sur des trucs personnels, votre productivité à baisse ou vous observez la baisse de productivité. On n'est pas encore dans un stage de burn-out, mais c'est une étape avant la prochaine étape. C'est à quelle étape que ça pleure? Mais ça dépend des gens. Je veux dire, il y a des gens qui vont tomber en burn-out qui vont jamais pleurer. Non, mais quand ça commence à pleurer de stress au travail, là, moi, je leur dis, ce n'est pas normal. Comme, levez la main, on va gérer les échéanciers. Mais tu sais, quand tu es tellement stressé que tu en pleures... Non, ça c'est... Ça, c'est le stage numéro 3. Le stage numéro 3! Mais quand tu définis ces stages-là, j'ai l'impression que tu peux pas toujours être dans un honeymoon phase au travail, right? So, tu vas avoir des hauts puis des bas, là, Puis, j'ai l'impression que des fois, tu dippes dans le stage 2, en autant que tu restes pas là trop longtemps. Y a-tu comme un timeline de... Mais c'est que le stress n'est pas négatif en soi. On peut pas enlever le stress au travail. Tu sais, je pense que ça, c'est pas possible. Puis, on n'a pas de contrôle sur qu'est-ce qui est un déclencheur de stress chez l'autre personne. Donc, ce qui est stressant pour moi peut être très différent de ton niveau de stress. Ma prochaine question, dans le sens que, justement, tu peux passer par ces stages-là, puis une personne peut... Un événement peut l'amener au stage 4. Je ne sais pas combien de stages il y a dans tes stages. Il y en a 5. Peut l'amener au stage 5 assez rapidement, puis l'autre personne...
ton stage 5, ça va être en... je sais pas trop. Là, exact. Il faut être attentif ça, faut aussi. c'est ça. Exactement. Puis quand tu as une équipe qui traverse les mêmes projets, tu le sais, là, c'est lesquels tes gens qui vont stresser beaucoup plus rapidement, qui vont tomber là-dedans beaucoup plus rapidement. Oui. C'est pour ça que les stages, c'est à la limite, c'est normal. On ne peut pas enlever les stages. Ce qui est important, c'est de remarquer les signes, en fait, et d'intervenir avant que la personne se rende au stage, mettons, le stage numéro 5. Le stage numéro 3, Le stage numéro 3, c'est chronic stress. Donc là, c'est vraiment... C'est pas juste des triggers où tu es juste un peu stressé, c'est... Constamment, peu importe la situation. Peu importe. Donc là, tu peux voir, tu es complètement toujours fatigué. Tu peux commencer à avoir de la procrastination aussi. Les gens commencent à éviter certaines tâches parce qu'ils se disent c'est un peu stressant. Tu commences à être resentful, donc tu commences à te dire... Ça, c'est 3. Il reste 2 stages après ça? Oui. Okay. Après, vous évaluez si vous êtes à un des stages, mesdames et messieurs qui écoutent. Mais tu commences à te retirer même socialement. Tu peux avoir des comportements agressifs, un peu d'apathie, de la fatigue chronique, commencer à être cynique, commencer à te sentir menacé partout, voir des ennemis partout, d'avoir sentir de la pression, d'être dans le déni ça, c'est de 4, ces problèmes. Là, non, 3. 3 encore? Ah ouais. Puis moins de désir sexuel, là, parce qu'il y a quand même des signes physiques. Stress, hein. Le stage 4, c'est là qu'on rentre dans le burn-out. Donc, stage 4, on est burn-out parce qu'il y a un stage 5 qui est burn-out comme mode de vie. Donc, ça, c'est vraiment intense, mais je sais que c'est déprimant aujourd'hui. Mauvais choix à la maison. C'est un mauvais choix. Ouais. Donc, on ne veut pas ce style de vie-là. Mais stage numéro 4, c'est là que tu commences à être obsédé par tes problèmes. Tu sais, quelqu'un qui commence à ressasser. Tu sais, si vous avez des conversations avec des gens qui sont en mode... Oui. Ça tourne en rond. On a parlé... j'en avais... Là, peu importe ce que tu dis ou ce que tu offres, c'est comme une cassette, là. Ça ressasse. Une cassette? Oui, c'est une cassette. J'ai trop Non, j'ai dévoilé mon âge. T'es pas trop jeune. Tu sais exactement c'est quoi. Alors, pour les gens de moins de 30 ans, une cassette. Googlez ça. Je m'en allais dire, c'est comme un CD. Non, c'est un mauvais exemple. Donc, quelqu'un qui est... bref, le stage 4, où là, on peut dire que c'est burn-out. Donc, des symptômes physiques que j'ai parlé au début. Là, les gens s'isolent. Des maux de tête chroniques, des mêmes problèmes intestinaux. Vraiment, il y a des signes physiques, là, les gens qui sont malades. Les gens ont des activités d'échappement, un peu ce que tu disais. Donc, de dire, se mettre à magasiner, il y a toutes sortes, l'alcool, peu importe. Il y a changement, le jeu, le sexe, des comportements, des changements comportementaux. Donc là, on est rendu dans le mode burn-out. Puis le stage numéro 5, là, c'est vraiment comme... Ta vie, c'est ton burn-out. Là. Donc là, tu es tristesse chronique, tu as une fatigue mentale et physique. Et là, c'est là que tu rentres en dépression. Là. C'est quand tu arrives vraiment à la dernière étape du burn-out. Mon Dieu, OK. C'est une moyen de s'en sortir. Bien, déjà, il y a... La chose que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des facteurs externes à soi, OK? Puis il y a des facteurs qui sont reliés au travail. Et c'est ça aussi, il faut dire aux gestionnaires, c'est que il y a des critères propre à soi qui fait en sorte que tu es prédisposé ou que tu vas être plus à risque de faire du burn-out. Donc ça, c'est très, très difficile pour nous, comme gestionnaires, d'intervenir. Tu sais, si, par exemple, la personne elle a des hautes attentes envers soi-même ou est perfectionniste, peu importe le travail que tu vas mettre en place, ça, c'est propre à la personne. Donc, il ne faut pas essayer de changer comme gestionnaire la personne. Tu ne changes pas la personne, mais tu lui parles puis tu lui dis très clairement c'est quoi tes attentes à toi. Ça, je le fais avec certains de mes employés qui sont comme ça puis qui stressent vraiment beaucoup pour que tout soit bien fait. Puis je dis, regarde ce que la compétition fait, là. Juste, tu me donnes 50% de ton talent, puis on est 100 fois en avant de la concurrence, OK? Mettons ça comme départ. Mais tu me donneras pas 50% de ton talent parce que tu as le souci professionnel de faire mieux. Mais je dis, moi, mes attentes sont exactement là. Si toi, tu veux en faire plus, ça t'appartient, mais arrête ici parce que si tu ne seras pas payé plus pour le reste, puis tu as d'autres choses à faire pendant que tu t'améliores, puis que tu peaufines, puis que tu n'es pas en train de faire les 8 autres affaires sur ta liste. Mais c'est un travail d'accompagnement de longue haleine et d'encouragement et de conscientisation de la personne. Puis, faut comprendre aussi le background de la personne.
Ça dépend aussi comment elle a été élevée, souvent, dans quelle sorte de milieu. Des milieux qui sont plus sévères sur le perfectionnisme que d'autres. Ouais. Fait qu'il faut que la personne apprenne à se donner un break, puis ça, c'est pas facile. Mais il y a aussi des environnements où, admettons, t'es un entrepreneur, tu sais. Il n'y a pas personne qui te donne des limites ou tu n'as pas comme de... Tu sais, c'est toi, là. Ouais. J'ai l'impression que tu as un certain genre de personnalité qui va se pousser jusqu'à l'épuisement, peu importe l'environnement dans lequel tu mets ces personnes-là. Il y a du monde intense. 100%. Puis c'est pour ça que il y a des choses comme nous, comme gestionnaire ou comme entreprise, que tu as moins de contrôle sur le fait que la personne est perfectionniste ou, par exemple, la personne se sent irremplaçable. Tu sais, son besoin de reconnaissance est tellement fort que, tu sais, peu importe le travail, comme tu dis, les critères internes de la personne font en sorte que ça va être favorable au burn-out. Fait qu'on a moins... Si je le fais pas, l'entreprise va s'écrouler. Ouais, si je pars, c'est la fin du monde. Là. C'est beaucoup de pression sur les épaules. Pression. Mais il y a des facteurs qui sont propres à l'entreprise et ça, je pense que là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on peut focusser. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître et regarder les signes de la personne ou ses critères propres. Mais, bon, évidemment, les demandes au travail, le manque de clarté, des instructions contradictoires. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà donné, mais moi, quand j'ai des employés qui reviennent me voir, j'ai reçu 2 instructions. Ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent causer du stress et causer du stress chronique. Quand il y a vraiment, sachant que le stress chronique mène au burn-out, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous, on a du contrôle. La hiérarchie des problèmes. Je ne sais pas si vous avez ça. Tout est urgent, tout est important, tout est le même niveau. Tout est une priorité. Tout est une priorité. Donc ça, comme gestionnaire, je ne sais pas si vous en avez des anecdotes là-dessus, là, mais tout est même niveau, peu importe. Là, la personne, elle n'a pas sa petite carte d'entrée jour 1, là, c'est la catastrophe, comme on n'a pas rentré les informations à la paie. Tu sais, c'est le même niveau, là. Je ne sais pas si vous en avez des anecdotes. Mais des gens qui sont juste stressés en général, puis il faut justement la hiérarchie de ce qui est important. Ça aurait pu être sur le top de ta liste la semaine passée. Maintenant, c'est en 3e niveau sur ta liste. Puis il y a des gens qui peuvent gérer ça très facilement, mais il y a des gens qu'il faut que tu t'assoies avec eux autres et dis « OK, dis-moi tout ce que tu as à faire. » On va te dire qu'est-ce qui est important cette semaine. Il faut que tu reconnaisses ces employés-là. Puis il faut que tes gestionnaires aussi aient le temps de faire ça avec leur équipe. Puis souvent, c'est ça qui manque. Puis tu penses que tout est clair. Oui. Marie-Ève. Non, excuse-moi. Mais je pense que, corrige-moi si je me trompe, Marie-Hélène, mais ce que tu viens de dire, c'est plus par rapport aux gestionnaires qui donnent la tâche, qui donne une autre tâche, qui donne la 3e tâche, puis que tout est super important, super urgent, sans prioriser pour l'employé. L'employé reçoit ça, bon, tâche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sont toutes importantes, toutes urgentes. Je me sens pognée, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Absolument. Puis je pense que c'est là qu'il faut soit intervenir, soit avoir un petit moment de réflexion, d'introspection. Tout à fait. Donner beaucoup de contraintes de temps, tout le temps, surtout, équivalente. Une mauvaise atmosphère au travail aussi. Le climat de travail peut être vraiment un lit favorable à... les gens se sentent en burn-out. J'ai l'impression que ça, là, c'est difficilement quantifiable. C'est une zone grise. J'ai l'impression que ça joue tellement. Peu importe les autres aspects. Tu sais, il y a beaucoup d'environnements que c'est high pressure, beaucoup de deadlines, puis tout ça, mais que ça va bien quand même, tu sais. Mais dès que tu as justement un environnement... un peu toxique. Avec un nœud, tu sais, une personne qui est un nœud à tout. Oui, absolument. Là, tu le sais que tu es pressé, puis tu sais que là, tout le monde veut y mettre du sien, puis là, tu as ce nœud-là. Ça, là, ça doit vraiment... il doit y avoir une variable très élevée là-dedans. Et d'ailleurs, c'est aussi favorable aussi à tout ce qui est plainte de harcèlement psychologique et sexuel en plus de ce genre de climat-là. Le manque de collaboration, le manque de feedback positif. Si les employés se font juste entendre tout ce qui ne va pas, qu'on leur dit jamais quand ça va, bien, ça aussi, c'est tous des facteurs sur lesquels les gestionnaires ont de l'influence qui peuvent justement limiter les risques. Le manque de ressources.
Hein, je sais pas vous dans vos entreprises, mais ça, T'sais, c'est pas facile. On remplace pas les congés de maternité. Débrouillez-vous. Ouais, parce qu'il y a 3 filles qui tombent en congé de maternité en même temps. Là. On est dans communication marketing, on est juste des filles de 30 ans. Sans changer la charge de travail, sans changer les deadlines. C'est le messaging en arrière de ça. C'est que, c'est correct, on peut faire sans toi pendant 1 an. Ouais. Ben oui, mais ça veut dire quoi pour mon travail? Mais des fois, tu as des contraintes d'entreprise, tu sais, puis c'est vraiment de dire, si la décision a été prise, c'est de s'assurer que le travail est redistribué, que tu prends des décisions, ça veut dire que tu coupes certaines choses parce qu'il n'y aura pas de magie. Mais le couper certaines choses, là, moi, ça m'a pris du temps comme gestionnaire avant de comprendre que j'avais le droit de demander qu'on coupe certaines choses. Ouais. Tout avait l'air tellement important, tellement pressant que je le faisais, ou je le faisais faire, dépendamment, mais à un moment donné, dans une de mes grandes équipes, il y avait 16% de la force de travail qui était en congé de maladie, en épuisement professionnel. Fait qu'on remplaçait pas les filles en congé de maternité, on remplaçait pas plus le monde en épuisement professionnel. C'était une roue sans fin. Cercle vicieux. Puis, je savais pas que j'avais le droit de dire non, ça va pas, ça n'a plus aucun sens. Il n'y avait pas cette ouverture ou cette culture ou ce souci. Personne en haut de moi disait ça va-tu, faut-tu réaligner tes priorités, y a-tu des choses qu'on peut faire pour t'aider? Non, démerde. Puis, y avait-tu un manque de transparence? Et savais-tu que ça se passait en dessous? Oui. Oui. Parce que pas remplacer des ressources, ils savent, les congés de maternité pas remplacer. Ils savent la charge de travail, ils savent, mais tu sais, aujourd'hui, je le gérais vraiment autrement, mais c'est comme si je m'étais même... Je m'étais même pas posé la question de j'ai le droit d'aborder cet enjeu de voyons donc, ça a plus de maudit bon sens. Je pense que c'est facile, surtout avec les jeunes femmes qui commencent, là, que peut-être dire non, donne-moi plus de job, c'est difficile. C'est de demander OK, ça c'est un autre projet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça rentre où dans notre stratégie générale? Ou si je fais ça, qu'est-ce que je fais plus? Oui, moi, c'est la question. Ça, là, toutes les filles, tous les gars, tout le monde. Qu'est-ce que j'enlève? Si je fais ça, qu'est-ce que je fais plus? Ça, c'est une bonne façon de dire non, d'une belle façon. Oui, parce que tu le remets dans les mains de l'autre. Tu dis, pas de problème, je peux t'aider avec ça sans problème. J'ai 5 choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais que je ne fasse pas aujourd'hui? Ouais. Mais tu sais, tout ça, ça revient aussi à un autre épisode qu'on a eu cette saison sur le courage managérial. Ça fait partie du leadership courageux de pouvoir dire... OK, non, là, c'est pas vrai, tout n'est pas urgent. Je comprends, il manque 2 personnes dans l'équipe. Vous allez prioriser X, Y, Z. Ou les délais vont être étendus, vous allez avoir plus de temps. Tu sais, ça prend du courage comme leader pour le faire, mais en expérience aussi, des fois, là. De le reconnaître. Exact. Puis j'allais dire aussi, Marie-Ève, moi, je gère des gestionnaires. C'est la première fois dans ma carrière où, là, tu sais, je gère, tu sais, j'ai des niveaux managériaux en dessous de moi. Moi, ma job, moi, je suis claire avec ça de dire, OK, si j'ai ça qui arrive, qu'est-ce que j'enlève? On est rendu assez avec l'expérience, on a du vécu, etc. Moi, ma job, c'est de m'assurer que mes employés, mes gestionnaires le savent et font pareil. Exact. Parce qu'ils sont relativement juniors, ils veulent performer. Oui, ils veulent pas décevoir. Ils veulent pas dire décevoir. C'est l'expérience de savoir comment gérer ça. Écoute, ça en prend une couple d'années là, en dessous de la cravate. Absolument, puis il faut être à l'écoute, puis il faut les observer, puis dire, OK, là, tu as tout ça, revenir constamment sur ce sujet-là, parce qu'eux, ils veulent pas mal faire, mais s'ils se retournent vers leur équipe, puis c'est le même niveau d'urgence de... Je dois corriger un Excel envoyé et un projet avec un deadline pour un exec. Tout devient tellement important. Donc, je pense que nous, les gestionnaires plus seniors qui ont des gestionnaires, il faut s'assurer, eux, comprennent ça aussi, qu'ils ont le droit et l'opportunité de dire non, en fait, puis de dire qu'est-ce qu'on choisit là-dedans. Là. Tu peux faire un beau tableau là, avec l'axe important, urgent, c'est 4 carrés. Eisenhower. Mets tes projets là-dedans. Et des fois, ça a juste... Un scheme de couleurs pour les gens plus visuels. C'est un 15 minutes qui te permet de gagner en perspective. Là. Excel, des capacités incroyables. Excel et Visio. Oui, tout à fait. Hein? On attend toujours notre commandite de Microsoft.
Mais il y en a plein de facteurs, mais tu sais, soyez à l'écoute, en fait, de comment vous donnez le travail, qu'est-ce qui se passe, de vraiment de s'assurer que le travail est-ce que les gens ont des opportunités de parler, est-ce que les gens ont l'opportunité de contribuer. C'est tous des facteurs de travail et de motivation qui peuvent négativement influencer ou créer, mettons, une atmosphère qui nous mène à l'étape 4. On n'espère pas se rendre à 5, mais au moins d'éviter de se rendre à 7. Même 3. Même 3. Même quand tu rentres dans le 2 trop longtemps, je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que... Oui, excuse-moi. Je dis, puis il y a plein de choses que les gestionnaires contrôlent avec ce que tu dis. Absolument. Ouais, on peut pour faire ça, la partie, est-ce que les gens c'est des perfectionnistes? Ça, c'est plus difficile à contrôler chez tes employés, mais est-ce que je suis claire sur mes attentes puis les priorités? Ça, c'est clairement sous ton contrôle comme gestionnaire. Mais pourquoi est-ce qu'on se parle de burn-out? Je me suis amusée à aller vraiment regarder combien ça coûte. Ça coûte cher quand tu dis? Attends, t'as sans doute fait des recherches, là, je serais curieuse de vous entendre. Pensez que ça coûte au Canada, combien ça coûte à l'économie canadienne par année, le burn-out. Faites des chiffres. 1 milliard. Combien? 1 milliard. Écoute, il faut que ça soit... Those are rookie numbers. Oh oui! Non, mais il faut que ça soit excessif, là, parce que j'imagine là-dedans... 100 milliards. Ben, parce que... 100 milliards de dollars. C'est toutes les congés... $1 million. Tous les congés long terme, maladie. Non, ça doit être up there. Au Canada, je vous rappelle qu'on est 35 millions de pipiou, là. On n'est pas une énorme économie, mais on est quand même gros. Ça coûte 200 milliards de dollars selon le Boston Consulting Group par année. Voyons. En coûts directs et indirects. Bien, les coûts directs, ça va avoir les coûts d'attrition, les coûts de validité, ça coûte cher. Ouais. Les coûts indirects, c'est de remplacer ta perte de non-productivité. Ouais. Le coût à l'économie, surtout dans notre économie, on a des gens dans le système de santé. Oui. Ah oui. Donc, tout ça cumulé, 200 milliards. 200 milliards. Ouais. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 200 milliards? On pourrait éduquer les gestionnaires à être plus clairs. Oui, mais tu sais, c'est beaucoup à mettre sur les épaules des gestionnaires. Là. Je veux dire, il y a beaucoup à faire, là, ça c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est une conscientisation de soi aussi. Et je veux dire, il y a tellement de variables là-dedans sur lesquelles il faut travailler. Mais le burn-out, c'est vraiment... Ça pique, hein? Ça pique comme chiffre. Ça pique, oui. Le burn-out, ça pique. Ça pique. Le chiffre aussi, les deux. Non, mais c'est vraiment un enjeu d'hygiène corporative. C'est vraiment un enjeu... Je pensais que tu allais dire d'hygiène personnelle. Ou j'étais, OK, je te suis. Mais d'hygiène corporative, fait que tu sais, faut... Oui, on met beaucoup de pression sur le manager, mais c'est vraiment l'organisation qui peut intervenir, qui peut vraiment atténuer les risques. Il faut leur donner les outils, tu sais. Oui, mais il y en a beaucoup, tu sais, de dire à son employé, va faire du yoga. Ouais. C'est pas un stress additionnel. Non, mais c'est ça, les bons outils. Le burn-out, c'est pas le wellness, là. Non, exact. C'est pas fait 15 minutes de méditation, tu sais. Puis on fait souvent ça. Ah, 100%. On se donne pas le temps, on se donne pas le slack pour avoir ces conversations-là, j'ai l'impression. Parce que des fois, on peut éviter beaucoup de stress juste en s'assoyant puis en se parlant. Il ne faut pas oublier que pour les entreprises, c'est stratégique. Tu sais, si ton entreprise n'est pas saine, tu sais, j'ai parlé, ça prend un climat sain de travail. Ouais. Comment tu fais pour attirer des talents si ta culture puis ton organisation, c'est vraiment de la boîte, là, tu sais, puis que les gens ils sortent de là, puis ils brûlent. Tu sais, il y a des milieux dans l'industrie que c'est les entreprises qui sont reconnues pour être vraiment des endroits où les gens sortent en burn-out après 2 ans. Pour avoir des employés engagés, productifs, etc. Donc, c'est pas juste une question de santé et bien-être des employés, ça a vraiment aussi un impact sur la prospérité sur ton bottom line. De ton bottom line puis de ton entreprise. Tout le monde, on devrait être focus là-dessus un peu plus. Dans tes recherches, il parle-tu de l'impact du télétravail sur le burn-out? Alors, je m'en vais là. Justement, j'ai un petit statistique un peu déprimante.
Est-ce que, ben, je veux dire, je vais voler le punch, là, mais les femmes, en général, sont plus, souffrent plus de burn-out que les hommes. Ben, c'est pas une personne n'est surprise de ça. Non. Là. Puis Pourquoi, par exemple? Hey, charge mentale, Oui. maison, plus travail, plus ils demandent rien, ils savent pas dire non, veulent pas déplaire. On est toutes guéries pour Bon, le burn-out. Ouais. OK. Bon. Puis on a un haut niveau de D'accord. stress, C'est qu'on en parle? surtout, En veux-tu plus? surtout depuis la pandémie. Ben oui. Posez la question pour le groupe. T'as eu une réponse dans un directe. Mouah! Mais surtout depuis la pandémie et l'accélération du travail de la maison, le problème s'est intensifié, en fait. Les femmes se sentent encore moins visibles et à l'écoute. C'est-à-dire que la pandémie a eu, ou le travail à la maison a des avantages, c'est-à-dire la flexibilité, la petite brassée sur l'heure du midi, Catherine coupable. Tu sais, tout ça est bien, mais aussi, ça fait en sorte que, comme il y a plus de femmes qui choisissent le télétravail pour des raisons de flexibilité, conciliation, travail-famille, ça fait en sorte aussi qu'ils sont moins visibles, sont moins engagés. Mhm. Sont Les isolés. sont Ouais. isolés. Les opportunités, tu sais, tu te connectes 1 heure avec ton employé qui est en télétravail, ça va-tu? Oui, ferme le Zoom. Tu verras pas les signes qu'on a parlé tout Non, à l'heure, c'est c'est ça. plus Ouais. difficile. Donc, ça a vraiment eu un effet accélérateur. Donc, 60% des femmes en travail hybride se sentent exclues. Donc, soit des réunions ou d'autres éléments importants, des activités, entre autres des opportunités de développement, qui est un des facteurs que je vous ai parlé. Là. Est-ce que ma voix compte? Est-ce que ce que je fais a de l'impact? Donc, on a accéléré, en fait, le phénomène de burn-out. Marie-Ève, je vois que tu veux parler. Non, ben en fait, tu touches à un aspect hyper important, Marie-Hélène, l'engagement. Je pense que l'engagement, le fait de se sentir engagé, puis en fait, je sais pas si tu as des statistiques là-dessus sur l'impact de l'engagement, mais j'en ai si t'en as pas. J'en ai plus bas, mais vas-y. Ah, t'en as? Ok. Non, vas-y. Ah, Vas-y, bon. dis-le. Ben en fait, ce que j'avais lu, c'était que un employé qui se sent engagé, il y a une augmentation de la performance de 56 Wow! ouais. Ça me surprend pas pantoute. Hey, c'est beaucoup, mais là. j'aime. 56 Ouais, mais c'est beaucoup. Quand tu veux, tu sais, quand ça te tente. Quand tu Ouais, es engagé, Quand tu es engagé, quand tu fais. comprends, quand tu penses que tu fais une différence, ben quand tu fais une différence. Ben, que tu penses aussi que t'en Oui, fais. exactement. Mais tu sais, moi, je pense que Ouais. c'est le psychologique là-dedans, ça vaut beaucoup, Ouais. beaucoup. Puis, mais des employés qui ne se sentent pas engagés, il y a un risque de turnover de 40 plus élevé. Ah oui, Mhm. ça, je Fait que crois. tu sais, si tu te sens pas engagé, fait que tu sais, c'est un coût, ça. Ça coûte très, très cher. Ouais. Comment tu calcules le Ouais. coût d'attrition, la règle du pouce? Prends la rémunération totale de la personne fois 1,5. C'est ça que ça te coûte en coût direct et indirect à chaque personne qui quitte. C'est quoi le pouce? 1,5 fois le salaire. Donc, si par exemple, la personne elle gagne 50 000, ça va te coûter 75 000 à chaque personne directement. Fait que prenez votre taux de roulement, là, mesdames et messieurs. Regardez les salaires, faites juste cette règle de pouce-là, puis ça pique aussi. Comme j'ai vu. Donc, on a un intérêt à s'assurer de... Ben oui, que les gens, la dernière que j'avais à ce niveau-là, c'était une diminution des jours de maladie de 75 quand les gens sont engagés, la culture fait en sorte que les employés sont impliqués, ça semble qu'ils contribuent, qu'ils font une différence, etc. Ouais. C'est quand même assez Ça parle, significatif. ça parle. Ouais. J'ai un autre statistique. Marie-Ève, on se relance. Mon On Dieu, se quelle lance. belle Catherine, nous, on va se regarder dans les yeux parce que j'ai pas de statistiques. Moi, j'ai de l'émotion. J'amène de l'émotion à la Trop conversation. loin pour me prendre la cuisse. Effectivement. Ça serait vraiment inapproprié. Justement, j'allais parler de microagression. De quoi tu parles? Donc, avec le travail hybride, dans les milieux aussi, ça a augmenté aussi les microagressions. Et ça, c'est une cause directe ou de l'augmentation, disons, du stress au travail. Donc, 59 des femmes disent vivre des agressions ou des microagressions au travail. Et seulement 23 des cas sont rapportés. Et ça, c'est un facteur qui contribue directement au stress chronique. Mais Donc, comment le mode hybride a augmenté les microagressions? de 59 selon McKinsey. Peut-être que quand tu es dans un groupe en personne, il y a des comportements qui sont plus visibles. Ça, tu sais,
les microagressions se font moins versus en télétravail. Je sais pas. Moi, c'est peut-être par rapport à l'exclusion. L'exclusion, ouais. tout ce qui est Slack, Teams et tout ça, les gens font beaucoup de blagues. Ah oui, ils se utilisent lancent un petit peu. Ça peut être rough. Là, t'as pas le non-verbal de la affaires. personne, puis tu dis, tu balances tes blagues ou dans des slides, tu mets des images, les gens se sentent micro-agressés plus. Donc, il y a une augmentation avec justement cette espèce de distance-là qui s'est faite avec le télétravail. Donc, c'est dangereux, le télétravail. Ça a des impacts. Ça a des impacts. Ouais, c'est ça. Puis encore plus, c'est encore plus élevé chez les femmes, surtout si on regarde en termes d'intersectionnalité. Les femmes de couleur, les femmes LGBTQ sont encore plus victimes là, de microagressions. Donc, le punchline, c'est l'équité des genres et les obligations familiales font en sorte que ça augmente, en fait, les facteurs de risque de burn-out chez les femmes. Là. C'est pour ça qu'ils souffrent plus de burn-out que peut-être les hommes. Dans mon milieu, je vois souvent, puis ça revient à une question pour vous autres, est-ce que vous croyez que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, moi, je veux travailler chez moi 5 jours semaine. C'est ça que je veux. » Puis ils vont quitter leur job pour ça. Est-ce que vous croyez qu'ils comprennent tous les effets néfastes de travailler 5 jours semaine ou ils les comprennent puis ils disent non, c'est quoi, j'ai une qualité de vie versus puis tout ça. Puis comment est-ce qu'on peut amener ça sans être, en tant qu'employeur ou en tant que gestionnaire, sans être la personne qui dit « Ah, il faut que tu rentres au travail parce que, tu sais, puis il y a beaucoup de conversations. Là, c'est moins pire, mais on est un petit peu plus habitué de rentrer au boulot. Mais ramener les gens au travail, c'est difficile dans certains secteurs. Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je faisais référence tout à l'heure au webinaire La Presse, École de dirigeants HEC, puis il parlait de tout ce que l'employé pense qu'il gagne quand il est en télétravail. Donc, entre autres, un sentiment de productivité, de concentration individuelle plus grand, probablement non discutable, mais ils réfléchissent pas à ce que l'équipe perd et à tout l'intangible que l'employé perd. Parce que c'est comme s'ils mettaient tellement l'accent sur la productivité individuelle. Fait qu'il y a moins de co-création, il y a moins de co-développement, il y a moins de créativité. Comment onboarder des gens très bien à distance. Tous les éléments de la culture puis de l'engagement dont Marie-Ève parlait tout à l'heure. Donc, quand on met en lumière ce que les gens perdent versus ce qu'ils gagnent, ça peut les faire réfléchir. Puis moi, je leur ai dit dans l'équipe, je pense pas que vous allez être promus si vous passez 4 jours par semaine à la maison parce que vous manquez... Je faisais référence tantôt à on n'est plus habitué d'être dans des situations inconfortables quand on est à la maison et qu'on est dans notre petite bulle. À être gestionnaire, il y a beaucoup d'inconfort. Il faut faire face aux conversations difficiles. Faut, au-delà du courage managérial, il faut que tu sois correct avec l'ambiguïté. Tu n'apprends pas à faire ça quand tu es derrière ton ordi tout seul chez vous. C'est différent. Donc, il y a des compétences qui s'acquièrent en étant en contact avec d'autres, que ce soit plus rugueux, face à face, puis c'est ça, toute la créativité, la co-création, le co-développement. Tu sais, un enfant, tu le laisses tout seul dans son parc pendant 3 ans, il apprend-tu aussi vite quand il est à garderie avec d'autres enfants? Ben sûrement non. Pas, parce que tu as sûrement oublié de le nourrir aussi, ça... Non, mais on apprend beaucoup des autres. Non, je suis pas d'accord. Des autres. Pour ramener ça au burn-out. Oui, non, mais puis l'analogie, les enfants à garderie, puis les gens qui sont dans nos milieux de travail, moi, je pense, tu sais, si on retourne au burn-out, là, je trouve que le télétravail, ça a aussi des risques, surtout si les femmes sont plus en télétravail, peuvent se sentir plus exclues et ça augmente le risque. Donc, il faut que les employeurs déploient des méthodes, en fait, pour soit mesurer, soit regarder, être à l'écoute différemment parce que, au-delà juste de, je mets les guillemets, forcer les gens à venir au travail parce qu'on est maintenant dans un marché mondial, donc il va y avoir des gens qui forcément vont être délocalisés dans plusieurs endroits. Mais il faut quand même trouver des façons de détecter les signes parce que les femmes vont quitter, surtout si... les gens c'est pas adressé, puis les gens vont quitter parce qu'il y a plus de risques de burn-out. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il du qualitatif versus du quantitatif? Tu sais, mettons, tu disais la productivité, souvent facile à
à saisir avec des KPI, mais tout le qualitatif autour de ça, justement, qu'est-ce que tu amènes à la plus grande équipe, tout ça. Souvent, j'ai des conversations, mais en même temps, tu sais, intangible. C'est de l'intangible. Puis Ouais. souvent, de l'intangible, c'est plus difficile de rentrer dans une... Est-ce que tu comprends ce que tu amènes à l'équipe quand tu es là en personne? Est-ce que tu comprends que tes collègues sont chez eux, puis il y en a qui sont en détresse psychologique, puis toi, venant au bureau, ça peut les amener? Tu sais, souvent, c'est difficile de Mais au-delà du bureau, non-bureau, Mm-hmm. tu sais, je pense que d'être clair sur qu'est-ce que la personne doit amener, que tu sois au travail, tu sais, je veux dire, en présentiel ou en hybride, je pense que ça, c'est un facteur clé. Mm-hmm. Puis il y a même des gestionnaires qui sont inconfortables en présentiel à être juste clairs sur leurs attentes, tu sais. Fait que je pense que la qualité première du gestionnaire, c'est de s'assurer de bien communiquer puis d'être clair avec ses employés, que la personne soit à la maison ou pas, sur qu'est-ce qui doit être livré au niveau de l'équipe, puis c'est quoi les outils qu'on met à disposition. Ce qui est important pour les auditeurs, les auditrices, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas du self-care. Donner des cours de yoga puis d'avoir des fûts de kombucha là, dans les entreprises, c'est pas ça qui va faire la c'est différence. pas ça qui va faire en sorte qu'il n'y a pas de burn-out, tu sais. Fait que c'est vraiment... Tu veux dire que le kombucha, ce n'est pas la solution au Non. burn-out? Non, mais moi, Très désappointée. Je pensais qu'on s'en allait là avec ce podcast. j'ai entendu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi, mon ancienne entreprise, on avait des bars à kombucha avec des sachets là. OK, mais ils ont travaillé 80 heures semaine, Ben puis oui, après c'est 1 an ça. et demi, tout le monde était brûlé, tu sais. Exact. j'étais là. Avec le kombucha. Mais hein. le kombucha exact. horrible. Tout dépendant du temps Ouais, kombucha. il y avait peut-être quelque chose d'autre dans le kombucha. Ouais. C'était peut-être ça la tactique. Ouais. Donc, j'ai des pratiques de... Cynicisme. Ouais, des pratiques C'est le deuxième. Zone 4. Zone 4. T'aurais dû jamais nous donner ces stages-là, mais je pense qu'on Ça va va. rester, hein? Ça va rester. Donc, c'est ça. Les pratiques de yoga puis de kombucha, là, c'est non. Là. C'est pas ça qui va régler vos problèmes. Ou quand on parle de diversité et inclusion, tu sais, je vous ai parlé des micro-agressions, tout ça. Souvent, les entreprises restent dans le performatif, donc dans la diversité, mais il faut travailler sur l'inclusion. Donc, est-ce que les femmes, peu importe sont où, est-ce qu'ils ont leur voix, est-ce qu'ils ont accès à participer, à contribuer? Est-ce que les besoins de vos employés sont femmes et ou la diversité dans votre entreprise? Donc, de moins focuser sur les chiffres. J'atteins-tu mes chiffres que je me suis donné, mes cibles? C'est important, mais ça reste performatif si on ne focus pas sur l'inclusivité. Former les gestionnaires et les employés sur les microagressions, d'avoir des leaders constructifs. Je pense que ça, c'est axé sur le développement et la croissance des gens. Ça, c'est important. Puis de focuser pas juste sur la partie, disons, légale et réglementaire du burn-out, c'est-à-dire s'assurer qu'on a un PAE puis tout ça, mais vraiment sur la résilience des employés aussi. S'assurer que ça soit mis en place, des pratiques de support quand c'est possible. Donc, les journées santé mentale, le programme d'aide aux employés, dialogue pour ceux et celles qui connaissent la plateforme. Et de former les gens à reconnaître les signes de burn-out. Tu sais, je vous en ai donné plein. Les changements de comportement, les changements, puis d'être à l'écoute comme gestionnaire, puis de poser des questions. C'est pas à vous à intervenir ou à diagnostiquer une personne comme la personne qui m'a dit « Ouais, toi puis ton burn-out, je suis là, t'as peu, là. Mais c'est possible, c'est bienveillant. Voilà, céduler une rencontre avec le titre « Burnout », point d'interrogation, c'est peut-être pas la méthode. Coffee chat, burn-out, point d'interrogation. Kombucha. Kombucha, Vous riez, mais une chose que j'ai faite dernièrement, puis le temps file, je comprends, mais juste un petit truc qui est bien simple, puis que de mon côté, j'ai mis en application dans les 4 dernières semaines, c'est d'avoir les causes du burn-out sur un tableau blanc dans mon bureau. Puis quand les gens viennent dans mon bureau, ça permet de démarrer une discussion. Hey, c'est bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mais les stages. Si tu es capable de nous envoyer les stages, Absolument. j'aimerais bien ça. Je trouve ça intéressant parce que justement, tu peux dip in, dip out des stages à certains points dans des projets aussi. Puis savoir... Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont un peu plus irritables, puis juste y penser comme tu disais, je pense que c'est un très bel exemple. Ça ouvre la conversation. Exact, ça rend ça moins tabou. Puis ça fonctionne, hein, je vous dis. À tous les jours, je dis, hey, tu sais, qu'est-ce que t'en penses de ce que tu me parles, là? Hey, regarde. Dans quel stage? Dans quel stage? C'est où, là-dedans? Là? Oui, absolument.
Ouais. Mais moi, ce que je veux dire aux gestionnaires qui nous écoutent, c'est de ne pas hésiter à agir sur les facteurs qui sont propres au travail. Tu sais, le burn-out, c'est vraiment relié au travail. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont sous notre contrôle de gestionnaire, puis de ne pas hésiter à dire est-ce que les attentes sont claires? Est-ce qu'il y a des problèmes de collaboration dans l'équipe? Est-ce que le climat, est-ce qu'il est favorable? Est-ce que tout le monde a sa voix? Est-ce que j'ai des gens qui sont en télétravail, qui sont à risque qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas au bureau? Puis de ne pas hésiter à agir. Le but, c'est pas de devenir des psychologues. Donc, on ne peut pas être en mode diagnostic ou dire voici la prescription. Voici les 4 stages. Viens au bureau. Je te mets dans ce stage. Voici ta pilule. C'est pas votre. Ça serait trop lourd à porter, je pense, pour les gestionnaires. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On n'est pas formé, mais de rediriger les gens, mais surtout d'agir sur les facteurs qu'on contrôle, c'est-à-dire comment on structure le travail. Sur ça, mesdames, petit mot de la fin. 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Et aussi, prenez soin de vous dans le sens que c'est correct d'en parler. Là. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui sont moins à l'écoute de leur corps que d'autres ou à l'écoute des signes avant-coureurs. Puis quand il y a plus que 3-4 personnes qui te demandent ça va-tu? Ça va-tu? Comme ton burn-out. Puis ton burn-out. Puis ton burn-out. Si tu te fais dire ça à maintes reprises, c'est peut-être un petit moment d'introspection. Puis des fois, c'est fou, mais des fois, on n'a même pas le temps de se faire une introspection. So, quand tu es rendu là, prends le temps. Oui, tu as bien raison, Candice. Bon, mais merci beaucoup, mesdames. Ça fait un Merci. plaisir. Yes. C'est toujours un plaisir. Merci pour les stats, les filles. J'apprécie grandement. On se revoit-tu la semaine prochaine? On se revoit la semaine prochaine. Excellent. Ça dépend dans quel stage je vais être.